Que la pluie tombait avec cette persistance particulière qui semble marquer les jours les plus éprouvants de notre existence, chaque gouttelette étant un petit rappel de la tendance de la vie à l'inopportun. Élodie Leclerc ajusta sa casquette de livraison détrempée et appuya sur la sonnette de la tour de verre étincelante qui abritait Technologie Méridien, son souffle formant de petits nuages dans l'air de novembre. Le poids du sac isotherme pressé contre son épaule, son contenu, ce qui semblait n'être rien de plus que les commandes de déjeuner de ceux qui habitaient l'atmosphère raréfiée du 32e étage, semblait s'alourdir à chaque instant. Elle livrait de la nourriture à cet édifice particulier depuis environ 18 mois, mais jamais elle n'avait dépassé le hall d'entrée revêtu de marbre, avec ses imposants arrangements d'orchidées, et son bureau de sécurité tenu par des individus dont les uniformes semblaient plus coûteux que toute sa garde-robe. Aujourd'hui, cependant, les circonstances avaient conspiré pour modifier ce schéma familier. La réceptionniste habituelle, une femme d'âge moyen dont le comportement suggérait qu'elle considérait les livreurs de nourriture comme quelque peu au-dessous de son attention, était absente, et à sa place se trouvait un jeune homme dont l'expression portait le regard harassé de quelqu'un propulsé en territoire inconnu. Mademoiselle Leclerc, s'aventura-t-il, consultant une tablette avec le genre d'attention révérencieuse qu'on pourrait réserver à d'anciennes écritures. Il y a eu un changement dans les instructions de livraison. Vous devez vous rendre directement à la salle de conférence de direction au 32e étage. Les sourcils d'Élodie se haussèrent de surprise, bien qu'elle maintint cette assurance qu'il avait bien servi lors d'innombrables rencontres avec les dédaigneux et les méprisants. La salle de conférence de direction, répéta-t-elle, sa voix portant une note d'interrogation plutôt que de protestation. En effet, confirma le jeune homme, ses doigts dansant sur la surface de la tablette. Monsieur Noiret lui-même a demandé votre présence. Quelque chose à propos d'un défi de livraison spéciale. Il s'arrêta, la regardant avec une expression qui mêlait curiosité et une sorte de perplexité sympathique. Les ascenseurs sont juste là, mademoiselle. 32e étage, tournez à gauche. Alors que l'ascenseur montait avec cette progression fluide, presque silencieuse qui marquait toute chose dans ce temple dédié à la technologie et au commerce, Élodie se surprit à réfléchir au curieux tournant que sa vie avait pris. 6 ans plus tôt, elle était Élodie Leclerc, doctorante en informatique à l'université Paris-Saclay, sa thèse sur les algorithmes quantiques montrant des signes prometteurs de travail novateur. C'était avant que la maladie de son père n'engloutisse les modestes économies de leur famille, avant que le poids écrasant des factures médicales ne la force à abandonner ses études et à chercher tout emploi susceptible de maintenir leur petit appartement et de mettre de la nourriture sur leur table. Le travail de livraison avait été conçu comme une mesure temporaire, un pont pour la porter à travers les mois difficiles, jusqu'à ce que les circonstances s'améliorent. Pourtant, les circonstances, comme elle l'avait appris, possèdent une tendance obstinée à résister à l'amélioration, et les mois s'étaient étirés en années. Néanmoins, se dit-elle alors que l'affichage numérique de l'ascenseur montait régulièrement, elle n'avait pas laissé son esprit devenir oisif. Ces soirées, quand elle n'était pas consacrée à s'occuper de son père ou à gérer la paperasse sans fin, qui semble se multiplier autour de la maladie comme une espèce particulièrement virulente de champignons bureaucratiques, était consacrée à maintenir ses compétences, à suivre les derniers développements dans son domaine, à résoudre le genre de problèmes complexes qui avaient autrefois rempli ses journées dans les laboratoires informatiques de l'université. Les portes s'ouvrirent avec un léger carillon, révélant un couloir qui semblait s'étendre sans fin dans les deux directions, ses murs garnis de ce qui semblait être des œuvres d'art originales, et ses sols recouverts de moquettes si épaisses que ses pas ne faisaient aucun bruit. L'air lui-même semblait différent ici, plus frais, en quelque sorte plus pur, comme s'il avait été spécialement préparé pour la consommation de ceux dont les salaires contenaient plus de chiffres qu'Élodie ne souhaitait contempler. Elle tourna à gauche, comme indiqué, et se retrouva à approcher un ensemble de doubles portes qui étaient partiellement entr'ouvertes. De l'intérieur venait le son de voix, des voix masculines pour la plupart, engagées dans ce qui semblait être une discussion animée. En se rapprochant, des fragments de conversation lui parvinrent aux oreilles, des mots comme algorithme, optimisation et complexité computationnelle, flottant comme des mélodies à demi oubliées d'une vie qu'elle avait autrefois connue intimement. « Ah, nos rafraîchissements sont arrivés !» appela une voix de l'intérieur lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte, et Élodie se retrouva l'objet d'une douzaine de paires d'yeux, chacune la regardant avec des expressions allant de la légère curiosité à l'amusement à peine dissimulé. La salle elle-même était un monument au succès de l'entreprise.
des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue de la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon, une table de conférence en acajou, luisant autour de laquelle étaient disposées des chaises qui coûtaient probablement plus qu'Élodie ne gagnait en un mois, et des murs ornés de prix et de photographies illustrant les divers triomphes de l'entreprise. Au bout de la table était assis un homme qu'Élodie reconnut, malgré ne l'ayant jamais vu en personne, comme Marc Noiret, le fondateur et PDG de Technologie Méridien. Sa photographie ornait les pages des magazines d'affaires avec une régularité suffisante pour que ses traits, les pommettes saillantes, les yeux gris acier, les cheveux qui restaient obstinément foncés malgré ses 40 et quelques années, soient devenus familiers à quiconque suivait l'industrie technologique même de façon occasionnelle. Il la regardait maintenant, avec une expression qui semblait combiner l'évaluation avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. « Mademoiselle Leclerc », dit-il, se levant de sa chaise avec une grâce fluide qui parlait à la fois d'athlétisme naturel et de cette confiance suprême qui vient avec la commande d'une fortune mesurée en centaines de millions. « Merci de vous joindre à nous. J'espère que le voyage jusqu'ici n'a pas été trop ardu. » Élodie posa son sac de livraison avec une efficacité rodée, bien qu'elle ne pût s'empêcher de remarquer la façon dont l'assemblée, car elle pouvait maintenant voir qu'ils étaient tous des hommes, tous portant la pâleur particulière et l'apparence légèrement froissée de ceux qui passaient leur journée devant des écrans d'ordinateur, observaient cette simple action avec le genre d'attention généralement réservé aux représentations théâtrales. « Pas du tout, monsieur Noiret, » répondit-elle, sa voix portant juste assez de formalité pour reconnaître sa position tout en maintenant sa propre dignité. Bien que je doive confesser une certaine curiosité quant à la raison pour laquelle le protocole habituel a été modifié. Une vague de ce qui aurait pu être un rire surpris passa dans la salle, et Élodie surprit l'échange de regards entre plusieurs des programmeurs assemblés. L'un d'eux, un jeune homme avec le genre de barbe soigneusement cultivée, qui suggérait une attention considérable à paraître négligemment soignée, se pencha en arrière dans sa chaise, avec une expression de scepticisme théâtral. « Vous avez entendu ça, messieurs ?» dit-il, sa voix modulée pour porter une note d'amusement condescendant. De la curiosité concernant le protocole, de la part d'une livreuse. L'emphase qu'il plaça sur ces derniers mots laissa peu de doute quant à son opinion, tant sur sa profession que sur sa présomption à remettre en question les arrangements faits par ses supérieurs. Élodie ressentit cette tension familière dans sa poitrine qui accompagnait de tels moments, la sensation d'être pesée et trouvée insuffisante par ceux qui ne connaissaient rien de sa situation ou de ses capacités. Pourtant, elle avait appris depuis longtemps la futilité de laisser de telles réactions se montrer sur son visage. Au lieu de cela, elle maintint cette expression d'attention polie qui l'avait bien servi lors d'innombrables rencontres similaires. Peut-être, suggéra un autre programmeur, celui-ci possédant le genre de silhouette mince et anguleuse qui suggérait un régime alimentaire composé principalement de boissons énergisantes et de toute nourriture pouvant être consommée sans l'obliger à s'éloigner de son poste de travail. Devrions-nous expliquer à notre invité la nature du divertissement d'aujourd'hui? Monsieur Noiret leva une main, et la salle tomba dans le silence avec une rapidité qui en disait long sur le respect, ou peut-être la crainte, dans lequel il était tenu. En effet, messieurs, ne laissons pas mademoiselle Leclerc en suspens. Il fit un geste vers une chaise vide à l'extrémité de la table, sa position indiquant clairement la place de son occupante prévue dans la hiérarchie de la salle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je crois que vous trouverez ce que nous avons à discuter. Éclairant. Élodie s'approcha de la chaise indiquée d'un pas mesuré, consciente du poids de l'observation sur elle, alors qu'elle s'installait dans le siège en cuir, qui était, nota-t-elle, aussi confortable que son apparence le suggérait. Monsieur Noiret reprit sa position en bout de table et la regarda avec ses yeux gris calculateurs. « Vous livrez de la nourriture à nos bureaux depuis un certain temps, » commença-t-il, sa voix portant cette sorte de cadence mesurée qui suggérait une réflexion attentive sur chaque mot. « À ce titre, vous avez sans doute observé quelque chose de nos opérations, notre culture, notre personnel. » Son regard balaya les programmeurs assemblés, et Élodie surprit quelque chose dans son expression qui suggérait que son évaluation de ses employés n'était peut-être pas entièrement flatteuse. « J'ai observé, » répondit Élodie prudemment, « que Technologie Méridien semble être un lieu où des personnes talentueuses disposent des ressources nécessaires pour relever des défis techniques complexes. » Un autre échange de regards passa entre les programmeurs, celui-ci accompagné de ricanements à peine réprimés. Celui à la barbe soigneusement entretenue, qui nota Élodie,
ne s'était pas donné la peine de se présenter, secoua la tête avec un désarroi exagéré. « Des personnes talentueuses », répéta-t-il, comme si les mots eux-mêmes étaient en quelque sorte amusants. Relevant des défis techniques complexes, il regarda autour de la table avec l'expression de quelqu'un partageant une plaisanterie privée avec des amis intimes. « Je suppose que c'est une façon de décrire ce que nous faisons ici. » L'expression de M. Noiret durcit presque imperceptiblement, bien que sa voix restât égale. « Ce que M. Dupont veut dire, dit-il, et Élodie enregistra le nom pour référence future, c'est que le travail que nous faisons ici nécessite une combinaison particulière de compétences techniques, de pensée créative et de capacité à résoudre des problèmes qui n'est pas universellement distribué dans la population. » Élodie hocha la tête, maintenant son expression d'attention polie tout en notant mentalement que M. Dupont semblait être précisément le genre d'individu qui confondait compétences techniques et intelligence générale, une confusion qu'elle avait rencontrée avec une fréquence déprimante durant sa carrière académique. « Ce qui nous amène, » continua M. Noiret, « à l'arrangement inhabituel d'aujourd'hui. » Il tendit la main vers une mallette posée à côté de sa chaise et en sortit une tablette, son écran brillant déjà avec ce qui semblait être des lignes de code. « Nous nous trouvons dans la position intéressante d'avoir développé un problème qui s'est avéré résistant à la solution par des moyens conventionnels. » L'atmosphère dans la pièce changea subtilement, l'amusement antérieur cédant la place à quelque chose de plus concentré, plus intense. Élodie sentit que ce qui allait suivre représentait plus qu'un simple divertissement pour l'assemblée. « Un défi », dit un autre programmeur, celui-ci plus âgé que ses collègues et possédant cette sorte de cheveux prématurément gris qui suggérait de longues nuits passées à lutter avec des algorithmes récalcitrants. Un défi de codage qui circule dans l'industrie technologique depuis plusieurs mois. Personne ne l'a encore résolu. Personne dans l'industrie, corrigea M. Dupont avec un plaisir évident. Bien que, bien sûr, ce ne soit guère surprenant. Cela nécessite un niveau de sophistication mathématique qui... Il s'arrêta, regardant Élodie avec un amusement renouvelé. Disons simplement que ce n'est pas le genre de choses qu'on rencontre dans le secteur de la restauration. M. Noiret posa la tablette sur la table avec un léger clic qui parvint en quelque sorte à commander l'attention. Le défi, dit-il, implique le développement d'un algorithme capable d'optimiser l'allocation des ressources à travers un réseau distribué dans des conditions de modification dynamique des contraintes. Les fondements mathématiques s'appuient sur des concepts de la théorie des graphes, de la programmation linéaire et de la computation quantique. Élodie sentit son pouls s'accélérer, bien qu'elle prît soin de ne pas laisser cette réaction se manifester sur son visage. La description du problème, bien que formulée dans le genre de langage technique conçu pour intimider les non-initiés, était en fait remarquablement similaire au cadre théorique qu'elle avait développé pour sa thèse abandonnée. « Fascinant », dit-elle, sa voix portant juste assez d'intérêt pour sembler polie sans paraître présomptueuse. M. Dupont rit franchement de cette réponse. « Fascinant », répéta-t-il moqueusement. « Je suis sûr que ça l'est. Bien que je soupçonne que les subtilités de l'optimisation algorithmique quantique puissent être quelque peu au-delà de moi ?» interrompit doucement Élodie, et quelque chose dans son ton fit mourir le rire dans la gorge de M. Dupont. « Vous avez peut-être raison, bien sûr. Je ne suis, comme vous l'avez si gentiment souligné, qu'une simple livreuse. » Le silence qui suivit cet échange était de cette qualité particulière, qui suggère que l'Assemblée a soudainement réalisé qu'elle avait peut-être mal jugé la situation. M. Noiret, nota Élodie, la regardait avec considérablement plus d'attention qu'il n'en avait manifesté précédemment. Cependant, continua-t-elle, sa voix maintenant son ton agréable et conversationnel, je me trouve curieuse quant aux paramètres spécifiques du problème. Sommes-nous confrontés à une topologie de réseau statique où l'algorithme doit-il tenir compte d'une restructuration dynamique? Et quand vous mentionnez la computation quantique, parlons-nous d'une mise en œuvre matérielle quantique réelle ou simplement d'algorithmes classiques inspirés du quantique? L'effet de ces questions sur les programmeurs assemblés fut immédiat et sans équivoque. L'arrogance décontractée qui avait caractérisé leurs interactions antérieures céda la place à quelque chose qui s'approchait de la méfiance, et plus d'une paire d'yeux se plissa alors qu'ils réévaluaient la femme assise à l'extrémité de leur table de conférence. M. Noiret se pencha légèrement en avant, son expression témoignant d'un intérêt sincère. « Ce sont des questions remarquablement sophistiquées, mademoiselle Leclerc. Puis-je vous demander quelle formation vous avez en informatique ?» Élodie considéra sa réponse avec soin. La vérité était compliquée, enchevêtrée avec des circonstances que ces hommes
en sécurité dans leur position et leur salaire, pourraient avoir du mal à comprendre. Pourtant, quelque chose dans le ton de M. Noiret suggérait que ce pourrait être le moment pour l'honnêteté, indépendamment de ses complications. « J'étais doctorante à Paris-Saclay », dit-elle simplement. En informatique, avec un accent sur les algorithmes quantiques pour les problèmes d'optimisation. J'ai été contrainte de partir avant de terminer mon diplôme en raison de circonstances familiales. Le silence qui accueillit cette révélation fut profond. Élodie pouvait voir les programmeurs échanger des regards, leur amusement antérieur remplacé par quelque chose qui aurait pu être de l'embarras, ou peut-être simplement de la confusion, face au renversement si complet de leurs suppositions. M. Dupont, cependant, semblait peu disposé à abandonner sa position si facilement. « Une doctorante », dit-il, bien que son ton eût perdu beaucoup de sa certitude antérieure. « Eh bien, c'est impressionnant, je suppose, bien qu'il y ait une grande différence entre la théorie académique et l'application pratique. Le monde réel a tendance à humilier ceux qui pensent comprendre des systèmes complexes uniquement sur la base d'un apprentissage livresque. » Élodie sourit et il y avait quelque chose dans ce sourire qui fit que M. Dupont se déplaça inconfortablement sur sa chaise. « Vous avez parfaitement raison, » dit-elle. « Il existe en effet une différence substantielle entre la théorie et la pratique. C'est pourquoi j'ai passé les 6 dernières années à compléter ma formation théorique par une expérience pratique en optimisation des systèmes. »« Expérience pratique ?» demanda l'un des autres programmeurs, sa voix portant une note de scepticisme. « En optimisation des systèmes ? Tout en travaillant comme livreuse ? Précisément parce que je travaille comme livreuse, répondit Élodie. Supposez-vous que l'acheminement efficace des véhicules de livraison à travers un environnement urbain, en tenant compte des modèles de circulation, des retards de construction, de la consommation de carburant, des préférences temporelles des clients et des contraintes de capacité des véhicules, soit un problème simple, ou que l'optimisation en temps réel de tels itinéraires en réponse à des conditions changeantes nécessite moins que des approches algorithmiques sophistiquées. Le malaise, qui avait commencé avec M. Dupont, s'étendit maintenant pour englober toute la table. Élodie pouvait voir la reconnaissance poindre dans leurs yeux, la réalisation qu'ils avaient laissé leurs préjugés les aveugler à des possibilités qui auraient dû être évidentes. M. Noiret, cependant, semblait ravi par ce tournant des événements. Il joignit les mains et regarda Élodie avec l'expression de quelqu'un qui a découvert un artefact inopinément précieux dans ce qui semblait être des débris ordinaires. « Mademoiselle Leclerc, dit-il, je crois que vous êtes peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Le défi que j'ai mentionné, il s'accompagne d'un prix substantiel, tant financier que professionnel. La première personne à fournir une solution fonctionnelle recevra non seulement une récompense en espèces de 50 000 €, mais aussi un poste de développeuse d'algorithmes senior chez Technologie Méridien, avec un salaire correspondant à une telle expertise. » Élodie sentit son souffle se coincer dans sa gorge, bien qu'elle parvint à maintenir son sang-froid. 50 000 € non seulement effaceraient les dettes médicales restantes de sa famille, mais fourniraient suffisamment de sécurité pour permettre à son père de recevoir le genre de soins qui avaient été auparavant hors de leurs moyens. Et un poste de haut niveau dans une entreprise comme Méridien, c'était plus qu'elle n'avait osé espérer pendant les moments les plus sombres des 6 dernières années. Cependant, poursuivit M. Noiret, et Élodie entendit la note de défi dans sa voix, il y a une condition. La solution doit être développée ici, dans cette salle, dans les 4 prochaines heures. Pas de ressources externes, pas d'accès à Internet, pas de consultation avec des parties externes. Juste vous, le problème, et votre capacité à le résoudre. Nous avons tous essayé, dit le programmeur aux cheveux gris, sa voix portant une note de ce qui aurait pu être du respect. Nous travaillons sur des variations de ce problème depuis des mois. Certains des esprits les plus brillants de l'industrie l'ont examiné. Si vous pensez pouvoir réussir là où nous avons échoué, je pense, dit tranquillement Élodie, que peut-être une perspective nouvelle pourrait s'avérer précieuse. Des expériences différentes, des approches différentes, parfois elles peuvent révéler des solutions qui ont été cachées par l'expertise même qui devrait les rendre évidentes. Monsieur Dupont renifla avec dérision. Une perspective nouvelle, répéta-t-il, de quelqu'un qui livre des sandwichs pour gagner sa vie. Élodie se tourna pour lui faire face directement, et il y avait quelque chose dans son regard qui le fit se pencher involontairement en arrière dans sa chaise. « Monsieur Dupont, dit-elle, sa voix portant une note d'acier sous sa politesse continue, je soupçonne que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose sur le danger de sous-estimer les gens en fonction de leur situation actuelle, plutôt que de leur capacité. » Monsieur Noiret se leva,
se dirigeant vers un tableau blanc qui occupait une grande partie d'un mur. « Messieurs, dit-il, je propose que nous rendions cela intéressant. Mademoiselle Leclerc aura l'occasion de relever le défi, mais elle ne travaillera pas isolément. Chacun d'entre vous poursuivra également ses propres efforts pour résoudre le problème. Quiconque produira la première solution fonctionnelle, Mademoiselle Leclerc ou l'un des 9 programmeurs actuellement employés par cette entreprise, remportera le prix. » L'atmosphère compétitive qui avait couvé sous la surface de leurs interactions éclata maintenant au grand jour. Élodie pouvait voir les calculs se dérouler derrière les yeux de chaque programmeur, l'évaluation de leurs chances, la considération de ce que 50 000 € et une promotion pourraient signifier pour leur carrière. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, ajouta M. A. Noiret, se dirigeant vers la table de conférence et sortant 9 tablettes supplémentaires de sa mallette, nous travaillerons avec une version modifiée du problème, une qui incorpore des contraintes supplémentaires que j'ai développées juste ce matin. Aucun d'entre vous n'a vu ces paramètres particuliers auparavant. Il remit une tablette à chaque programmeur, puis retourna vers Élodie avec le dernier appareil. Alors qu'elle l'acceptait, leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose là qui la surprit. Non pas la condescendance ou l'amusement auquel elle s'était attendue, mais quelque chose qui ressemblait remarquablement à du respect. « L'horloge commence maintenant », annonça-t-il, s'installant dans sa chaise avec l'expression de quelqu'un qui se prépare à observer une expérience particulièrement intéressante. 4 heures pour résoudre un problème qui a déconcerté certains des programmeurs les plus talentueux de l'industrie. Que le meilleur esprit gagne. Élodie baissa les yeux vers l'écran de la tablette, où des lignes de code et des expressions mathématiques commençaient déjà à se rassembler en une image du défi qui l'attendait. Autour de la table, les programmeurs s'étaient penchés sur leurs propres appareils, leur amusement antérieur remplacé par l'intense concentration d'individus qui réalisaient soudainement qu'ils pourraient faire face à une concurrence plus redoutable qu'ils ne l'avaient anticipé. Alors qu'elle commençait à lire les spécifications du problème, Élodie ressentit une sensation familière, le resserrement de la concentration, l'acuité mentale qui s'aiguisait, qui lui avait jadis été aussi naturelle que la respiration. Pour la première fois en 6 ans, on lui demandait non pas de livrer les solutions de quelqu'un d'autre, mais de créer les siennes. Le problème qui se matérialisait devant les yeux d'Élodie possédait cette élégance particulière qui marque les défis mathématiques véritablement sophistiqués, trompeusement simple dans sa présentation initiale, mais révélant couche après couche de complexité à mesure qu'on plongeait plus profondément dans ses exigences. La tâche fondamentale semblait assez simple. Concevoir un algorithme capable de distribuer des ressources informatiques à travers un réseau de serveurs, chacun ayant des capacités et des spécialisations variables, en réponse à un flux de requêtes entrantes avec différents niveaux de priorité et exigences de traitement. Pourtant, à mesure que l'œil exercé d'Élodie parcourait les spécifications, elle commença à percevoir la malveillance subtile qui se cachait sous ce problème d'optimisation apparemment routinier. Les contraintes étaient nombreuses, et plus troublantes encore, elles étaient dynamiques. La topologie du réseau pouvait changer sans avertissement lorsque des serveurs se déconnectaient ou revenaient en service. Les niveaux de priorité des demandes pouvaient changer en fonction de facteurs externes que l'algorithme devrait prévoir, plutôt que simplement y répondre. Plus difficile encore, le système devait maintenir des performances optimales, tout en fonctionnant dans des conditions d'information incomplètes, prenant des décisions basées sur des évaluations probabilistes plutôt que sur des connaissances certaines. Autour d'elle, le doux cliquetis des claviers avait commencé à remplir la salle de conférence alors que les 9 programmeurs se penchaient sur la tâche. Élodie pouvait sentir l'intensité de leur concentration, la façon dont leur respiration était devenue peu profonde et rapide lorsqu'ils rencontrèrent la même réalisation qui se cristallisait maintenant dans son propre esprit. Ce n'était pas simplement un défi de codage, mais un test de la capacité à penser simultanément en plusieurs dimensions, à maintenir des relations mathématiques complexes en parfait équilibre, tout en tenant compte de variables qui existaient dans un état constant de flux. Elle ferma les yeux un moment, permettant au rituel familier de préparation mentale de la submerger. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas relevé un problème de ce calibre, trop longtemps qu'elle n'avait pas été autorisée à exercer toute la gamme de ses capacités intellectuelles. La sensation était plutôt comme étirer des muscles qui avaient été maintenus trop longtemps dans une position, douloureuse au début, mais suivie d'une vague de soulagement lorsque la circulation revenait dans des zones qui en avaient été privées. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Élodie se retrouva à regarder non pas l'écran de la tablette, mais les visages de ses concurrents. Monsieur Dupont avait déjà commencé à taper furieusement,
son expression témoignant d'une détermination sombre. Le programmeur aux cheveux gris, dont elle n'avait pas encore appris le nom, prenait des notes sur un morceau de papier, le front plissé de concentration. D'autres fixaient leurs écrans avec des degrés divers de perplexité, et elle pouvait presque voir le moment où chacun d'entre eux rencontrait la véritable complexité du problème. Monsieur Noiret, nota-t-elle, observait non pas les programmeurs, mais elle, ses yeux gris alertes de curiosité. Lorsque leurs regards se croisèrent, il lui offrit le plus léger des hochements de tête, une reconnaissance peut-être, ou un encouragement. Elle ne pouvait pas être certaine duquel, mais se trouva étrangement reconnaissante pour l'un ou l'autre. Élodie reporta son attention sur la tablette et commença à travailler sérieusement. La première étape, savait-elle, était de comprendre non seulement ce que le problème demandait, mais ce qu'il testait vraiment. D'après son expérience, les solutions les plus élégantes émergeaient souvent de la reconnaissance que le défi apparent masquait une question plus profonde et plus fondamentale. L'aspect d'allocation des ressources était, réalisa-t-elle après plusieurs minutes d'analyse attentive, une sorte de fausse piste. Certes, l'algorithme devrait distribuer efficacement les tâches de calcul, mais ce n'était que la couche superficielle du défi. La vraie difficulté résidait dans la composante de prédiction, le besoin du système d'anticiper les changements dans la topologie du réseau, les modèles de requêtes et les hiérarchies de priorité basées sur des données historiques limitées et des observations en temps réel. Il s'agissait en essence d'un problème de reconnaissance de motifs sous incertitude, compliqué par la nécessité de maintenir des performances optimales, même lorsque les motifs eux-mêmes évoluaient. Cela nécessitait non seulement une efficacité computationnelle, mais une sorte d'intuition mathématique capable de percevoir l'ordre dans un chaos apparent. Élodie commença à esquisser son approche, ses doigts se déplaçant sur la surface de la tablette avec une confiance croissante. La solution, croyait-elle, résidait dans le traitement du réseau non pas comme une structure statique à optimiser, mais comme un système dynamique dont le comportement pourrait être modélisé en utilisant des principes empruntés à la mécanique quantique, spécifiquement les mathématiques de superposition et les fonctions d'onde de probabilité. « Intéressant », murmura une voix à côté d'elle, et Élodie leva les yeux pour trouver que l'un des programmeurs plus jeunes, un homme aux cheveux prématurément clairsemés et au genre de concentration intense qui suggérait soit du génie, soit de l'obsession, s'était penché pour jeter un coup d'œil à son travail. Abordez-vous cela comme un problème d'optimisation quantique? Élodie réfléchit soigneusement à sa réponse. Dans les milieux académiques, avait-elle appris, la collaboration s'avérait souvent plus précieuse que la compétition. Pourtant, les circonstances ici étaient différentes, et elle était très consciente que 50 000 € et une opportunité professionnelle étaient en jeu. « J'explore plusieurs approches », répondit-elle diplomatiquement. La perspective quantique offre certains avantages, particulièrement dans le traitement de l'incertitude et des états de superposition. Mais ce n'est qu'un cadre possible. Le jeune homme hocha la tête pensivement. « Je suis Pierre, au fait. Pierre Moreau. » Il tendit une main, qu'Élodie serra brièvement. « Je dois admettre que, lorsque Dupont faisait ses commentaires plus tôt, j'ai supposé incorrectement. Votre formation est clairement plus substantielle que n'importe lequel d'entre nous ne l'avait réalisée. Les suppositions, observa Élodie, retournant à son travail, ont tendance à révéler davantage sur ceux qui les font que sur leur sujet. Pierre rit doucement. Juste remarque, bien que je soupçonne que nous allons tous être éduqués d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Alors que la première heure passait, Élodie se retrouva à s'installer dans le rythme familier du travail mathématique profond. La salle de conférence autour d'elle semblait s'estomper en bruit de fond, le cliquetis des claviers, le juron ou l'exclamation de frustration occasionnelle murmurée, le son du stylo de Monsieur Noiret grattant sur le papier alors qu'il prenait des notes sur leur progression. Son approche commençait à se concrétiser en quelque chose de tangible. En modélisant le réseau comme un système quantique, elle pouvait représenter l'état de chaque serveur comme une distribution de probabilités plutôt qu'un ensemble fixe de paramètres. Cela permettait à l'algorithme de maintenir simultanément plusieurs configurations possibles, ne s'effondrant en allocation de ressources spécifiques que lorsque des requêtes réelles arrivaient, et forcer le système à faire des choix définitifs. L'élégance de cette approche résidait dans son adaptabilité inhérente. Plutôt que d'essayer de prédire l'état futur du réseau avec certitude, une tâche impossible étant donné les contraintes dynamiques, l'algorithme pouvait se préparer simultanément à de multiples futurs possibles, modifiant les poids de probabilité en fonction des modèles observés
tout en maintenant des performances optimales à travers tous les scénarios probables. Des difficultés avec la modélisation prédictive ? Demanda M. Dupont, sa voix portant une note de satisfaction qui suggérait qu'il croyait faire des progrès supérieurs. C'est un point d'achoppement courant. Les mathématiques impliquées sont assez avancées. Élodie leva les yeux de son travail pour trouver Dupont la regardant avec une condescendance renouvelée, bien qu'elle notât que son arrogance décontractée antérieure avait été remplacée par quelque chose de plus pointu, plus délibéré. Il avait, réalisa-t-elle, été déstabilisé par sa démonstration de compétences techniques et essayait maintenant de réaffirmer son sentiment de supériorité par un défi direct. La modélisation prédictive est en effet complexe, convint-elle agréablement, bien que je trouve que la clé réside dans la reconnaissance de quand la prédiction elle-même est la mauvaise approche. Parfois, il est plus efficace de se préparer à de multiples possibilités que de tenter la certitude là où elle n'existe pas. L'expression de Dupont faiblit légèrement. De multiples possibilités, répéta-t-il lentement. Vous voulez dire comme un algorithme d'embranchement ? Parce que c'est computationnellement intensif au point d'être impraticable. Les frais généraux de traitement seuls seraient gérables, interrompit doucement Élodie. Si on abordait l'embranchement par la superposition quantique plutôt que par la computation classique. Le cadre mathématique permet l'évaluation simultanée des états de probabilité sans les problèmes de mise à l'échelle exponentielle qui affligent les approches d'embranchement traditionnelles. Le silence qui accueillit cette explication fut profond. Élodie pouvait voir les autres programmeurs lever les yeux de leur travail, leur attention maintenant concentrée sur l'échange entre elle et Dupont. Même M. Noiret avait cessé d'écrire, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes, tandis qu'il écoutait leur conversation. « Superposition quantique », dit Dupont, sa voix portant maintenant une note d'incertitude. Dans un environnement de calcul classique, c'est théorique, académique. Ça ne peut pas être implémenté sur du matériel réel. Élodie sourit, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui fit que plusieurs des programmeurs qui observaient se déplacèrent inconfortablement sur leurs chaises. « Monsieur Dupont, dit-elle, je pense que vous confondez peut-être le matériel informatique quantique avec des algorithmes inspirés du quantique. Les principes mathématiques de superposition peuvent être adaptés pour les systèmes classiques grâce à une utilisation appropriée des matrices de probabilité et des approximations de fonctions d'onde. Les frais généraux de calcul sont en fait tout à fait raisonnables, pourvu que l'on structure correctement les calculs. » Elle retourna sa tablette montrant son travail à Dupont. L'écran affichait un tableau complexe d'expressions mathématiques, entrelacé avec des lignes de code qui semblaient danser entre les mathématiques pures et l'implémentation pratique. La clé, continua-t-elle, réside dans la reconnaissance que nous n'avons pas besoin de matériel quantique réel pour bénéficier des principes mathématiques quantiques. Nous avons simplement besoin de modéliser nos distributions de probabilités comme des états quantiques et de permettre à l'algorithme d'effondrer ces états en décisions spécifiques lorsque les circonstances l'exigent. Pierre s'était maintenant rapproché, étudiant le travail d'Élodie avec une fascination évidente. « C'est brillant, dit-il, sa voix portant une admiration sincère. Vous créez essentiellement une implémentation classique des principes d'incertitude quantique. Le système peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'il soit forcé de choisir, moment auquel il sélectionne la configuration optimale basée sur des données en temps réel. »« Exactement, » répondit Élodie, gratifiée de rencontrer quelqu'un qui saisissait immédiatement les implications de son approche. Cela permet à l'algorithme d'être simultanément préparé pour de multiples scénarios, tout en maintenant une efficacité computationnelle. Dupont fixait l'écran de la tablette avec une expression qui combinait la confusion avec quelque chose qui aurait pu être de la panique. « Je ne comprends pas, » dit-il, bien que son ton suggérât qu'il commençait à comprendre que trop bien. « C'est du travail théorique de niveau doctoral. Vous êtes une livreuse. Comment pouvez-vous ? Comment puis-je comprendre des concepts que vous trouvez apparemment difficiles ?» demanda Élodie, sa voix maintenant son ton agréable, malgré le tranchant qui s'était glissé dans ses mots. « Peut-être parce que j'ai passé plusieurs années à étudier exactement ces types de problèmes, avant que les circonstances ne me forcent dans ma profession actuelle. Ou peut-être parce que livrer de la nourriture efficacement à travers un environnement urbain complexe m'a donné une expérience pratique avec des problèmes d'optimisation que vous n'avez rencontrés que sous forme abstraite. » La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Élodie pouvait voir la reconnaissance poindre sur les visages autour d'elle, la réalisation qu'il n'avait pas simplement sous-estimé ses capacités,
mais l'avaient fait d'une manière qui reflétait mal leur propre jugement et caractère. Monsieur Noiret s'éclaircit doucement la gorge, attirant l'attention sur lui-même. « Messieurs, dit-il, sa voix portant une note de reproche, peut-être pourrions-nous nous concentrer sur le travail en cours plutôt que de débattre des qualifications. L'approche de mademoiselle Leclerc semble prometteuse, mais la preuve, comme on dit, sera dans l'implémentation. » Élodie hocha la tête avec gratitude et retourna à son travail, bien qu'elle fût très consciente de l'atmosphère changée dans la pièce. Là où il y avait eu auparavant un rejet désinvolte, il y avait maintenant de la méfiance, et dans certains cas, ce qui semblait être un respect authentique. Elle avait, réalisa-t-elle, franchi un seuil invisible. Elle n'était plus la livreuse qui s'était égarée accidentellement dans leur monde. Elle était une concurrente, et une concurrente redoutable. Alors que la deuxième heure commençait, l'algorithme d'Élodie commençait à prendre une forme concrète. Les matrices de probabilité inspirées du quantique s'avéraient aussi élégantes en pratique qu'elles l'avaient été en théorie, fournissant au système exactement le genre de réactivité flexible que le problème exigeait. Elle avait réussi à créer une structure qui pouvait s'adapter aux conditions changeantes sans sacrifier l'efficacité computationnelle, maintenant des performances optimales, même dans les circonstances les plus difficiles décrites dans les spécifications du problème. Autour d'elle, elle pouvait sentir une frustration croissante chez plusieurs des programmeurs. Monsieur Dupont avait abandonné son approche originale et tentait maintenant de mettre en œuvre quelque chose qui ressemblait étrangement au cadre inspiré du quantique d'Élodie, bien que son manque de familiarité avec les mathématiques sous-jacentes s'avérât être un obstacle significatif. D'autres luttaient avec différents aspects du défi, leur confiance initiale cédant la place à cette sorte de détermination désespérée qui vient avec la reconnaissance que sa réputation peut être en jeu. Pierre, cependant, avait adopté une approche différente. Plutôt que de concurrencer directement la solution d'Élodie, il semblait développer un algorithme complémentaire qui pourrait servir de système de secours pour son cadre principal. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à son travail, elle se trouva impressionnée par la sophistication de son approche. « Stratégie intéressante », observa-t-elle doucement. « Vous créez un système hybride qui peut basculer entre les approches d'optimisation en fonction des conditions du réseau. » Pierre hocha la tête, ne levant pas les yeux de son travail. « Votre cadre quantique est élégant, mais il nécessite certaines hypothèses sur la disponibilité des données et la stabilité du réseau. Je construis quelque chose qui pourrait servir de solution de repli quand ces hypothèses s'effondrent. » Il fit une pause, rencontrant finalement ses yeux. « Je me dis que si je ne peux pas vous battre, peut-être que je peux vous compléter. Selon la façon dont M. Noiret évalue les solutions, les approches collaboratives pourraient avoir de la valeur. » Élodie ressentit une vague de respect pour la sagesse pratique de Pierre. En abandonnant la mentalité compétitive à somme nulle qui semblait dominer ses collègues, il avait identifié une approche qui pourrait bénéficier aux deux. Plus important encore, il avait reconnu le mérite véritable de son travail et choisi de s'appuyer dessus plutôt que de le déchirer par orgueil blessé. « C'est une réflexion remarquablement mature, » dit-elle. « Dans mon expérience académique, les meilleures solutions émergeaient souvent de la collaboration plutôt que de la compétition. »« Eh bien, » répondit Pierre avec un léger sourire, « je soupçonne que mes collègues sont sur le point d'apprendre quelque chose sur la valeur de garder l'esprit ouvert. » Comme invoqué par ces paroles, la voix de M. Dupont s'éleva de l'autre côté de la table avec une frustration évidente. « C'est ridicule, » déclara-t-il, repoussant sa tablette avec suffisamment de force pour faire grincer sa chaise contre le sol. « Je travaille avec des algorithmes d'optimisation depuis 8 ans. J'ai 2 diplômes et de multiples certifications industrielles. Je ne vais pas me faire montrer par quelqu'un qui livre des déjeuners pour gagner sa vie. » Le silence qui suivit cette explosion était du genre qui semble s'étirer infiniment, rempli de jugements non exprimés et de réalisations inconfortables. Élodie leva les yeux de son travail pour trouver tous les yeux de la pièce fixés sur Dupont, qui semblait avoir réalisé que ses paroles avaient révélé plus sur son caractère qu'il n'avait eu l'intention. L'expression de M. Noiret était devenue positivement glaciale. « Monsieur Dupont, dit-il, sa voix portant cette sorte d'autorité tranquille qui fit que tout le monde dans la pièce se redressa involontairement. Je crois que vous avez peut-être oublié où vous êtes et qui vous représentez. Le succès de cette entreprise a toujours été construit sur le respect du talent et des capacités, indépendamment de leur source. Si vous vous trouvez incapable de maintenir des normes professionnelles... » « Non, monsieur, » interrompit hâtivement Dupont, son visage rougissant. « Je m'excuse. Je ne voulais pas dire. J'étais frustré par le problème. Pas par... Je veux dire, ce que vous vouliez dire, dit tranquillement Élodie,
bien que sa voix portât clairement à travers la pièce, était exactement ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas concevoir la possibilité que quelqu'un dans ma situation actuelle puisse posséder des capacités qui dépassent les vôtres. Et plutôt que d'examiner vos suppositions ou d'apprendre de l'expérience, vous préféreriez attribuer vos difficultés à une injustice fondamentale de l'univers. Dupont ouvrit la bouche pour protester, mais Élodie continua avant qu'il ne puisse parler. La tragédie, monsieur Dupont, n'est pas que vous ayez rencontré quelqu'un qui défie vos préconceptions sur le talent et l'intelligence. La tragédie est que vous avez choisi de répondre à ce défi en vous diminuant vous-même plutôt qu'en vous élevant pour le relever. Elle fit une pause, étudiant son visage avec une expression qui aurait pu être de la pitié. Je soupçonne que vous êtes capable de bien plus que ce que vous démontrez actuellement. Peut-être que si vous dépensiez moins d'énergie à protéger votre ego et plus d'énergie à résoudre le problème réel, vous pourriez vous surprendre par ce que vous pourriez accomplir. Le calme qui suivit ces mots ne fut brisé que par le doux son des claviers, alors que les autres programmeurs retournaient à leur travail, chacun semblant désireux d'éviter toute implication supplémentaire dans l'humiliation de Dupont. Élodie, elle aussi, se retourna vers sa tablette, bien qu'elle restât très consciente des dynamiques changées dans la pièce. Monsieur Noiret, nota-t-elle, l'observait avec une expression qui semblait être de l'approbation et peut-être quelque chose de plus complexe, une reconnaissance peut-être, de qualité qui s'étendait au-delà de la simple compétence technique. Elle avait géré l'explosion de Dupont avec exactement le genre de grâce et d'autorité qu'il aurait lui-même employé, désamorçant la situation, tout en rendant sa position absolument claire. Alors que la 3e heure commençait, l'algorithme d'Élodie entrait dans sa phase finale de développement. Le cadre inspiré du quantique fonctionnait exactement comme elle l'avait envisagé, fournissant au système la flexibilité et l'adaptabilité que le problème exigeait. Plus important encore, sa solution s'avérait être non seulement théoriquement élégante, mais pratiquement implémentable, avec des exigences computationnelles qui restaient bien dans des limites raisonnables, même dans les scénarios les plus difficiles. Elle était, réalisa-t-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension, très proche du succès. La 3e heure apporta avec elle cette intensité particulière qui marque l'approche soit du triomphe, soit de la catastrophe. Élodie pouvait sentir le poids de l'achèvement imminent dans son algorithme, la façon dont les composants disparates commençaient à se fondre en un tout unifié qui possédait la simplicité élégante qui caractérise souvent les solutions vraiment sophistiquées. Pourtant, elle était également consciente de l'examen concentré sur elle de chaque coin de la salle de conférence, la façon dont ses concurrents observaient ses progrès, avec des expressions allant de l'admiration réticente à l'hostilité à peine dissimulée. Le cadre inspiré du quantique fonctionnait magnifiquement dans ces simulations, s'adaptant aux changements dans la topologie du réseau avec une fluidité qui la surprenait même. Elle avait implémenté une série de cascades de probabilités qui permettaient au système de maintenir une allocation optimale des ressources, même lorsque plusieurs serveurs se déconnectaient simultanément, tandis que ces algorithmes prédictifs identifiaient avec succès les changements de modèle dans les priorités des requêtes avec une précision remarquable. « Travail remarquable », murmura Pierre à côté d'elle, sa propre solution ayant évolué en quelque chose qui complétait son algorithme principal avec une sophistication impressionnante. Vos matrices de probabilité gèrent les paramètres d'incertitude mieux que tout ce que j'ai vu. La façon dont vous avez structuré les représentations d'états quantiques est véritablement innovante. Élodie leva les yeux de sa tablette pour reconnaître son commentaire, et ce faisant, aperçut le poste de travail de monsieur Dupont. Ce qu'elle y observa lui causa un moment de surprise sincère, non pas parce que son travail était médiocre, mais parce qu'il était considérablement meilleur qu'elle ne l'avait prévu étant donné son explosion antérieure. Il avait, réalisa-t-elle, abandonné ses tentatives de reproduire son approche quantique et avait plutôt développé un algorithme d'optimisation plus traditionnel qui affichait néanmoins une sophistication authentique dans son traitement des paramètres de contraintes dynamiques. « Monsieur Dupont », dit-elle doucement, le faisant lever les yeux de son écran avec une expression de méfiance. « Votre mécanisme de gestion des contraintes est assez élégant. La façon dont vous avez structuré le système de mise en file d'attente prioritaire montre une réelle perspicacité sur l'architecture sous-jacente du problème. » L'expression de Dupont passa par plusieurs stades de confusion avant de s'installer sur quelque chose qui aurait pu être de la gratitude prudente. « Vous le pensez ?» demanda-t-il, sa voix dépourvue de son arrogance antérieure.
Je veux dire, ce n'est pas aussi sophistiqué que votre approche quantique, mais j'ai pensé que peut-être l'implémentation classique pourrait avoir certains avantages en termes de prévisibilité et de maintenance. En effet, elle pourrait, convainc Elodie. Des approches différentes révèlent souvent différents aspects de l'espace de solution d'un problème. Votre accent sur la maintenabilité est tout à fait pratique. Les algorithmes inspirés du quantique peuvent être difficiles à modifier et à déboguer pour les équipes de développement traditionnelles. L'effet de cet échange sur l'atmosphère de la pièce fut immédiat et profond. Plusieurs des autres programmeurs levèrent les yeux de leur travail avec des expressions de surprise, comme s'ils ne s'attendaient pas à être témoins d'une telle civilité entre concurrents. Plus important encore, la posture de Dupont avait changé, son hostilité défensive remplacée par quelque chose qui s'approchait de l'engagement professionnel. Peut-être, suggéra Pierre avec une intention diplomatique évidente, pourrions-nous bénéficier d'examiner nos différentes approches de manière collaborative, non pas pour compromettre nos solutions individuelles, mais pour nous assurer que nous considérons tous la gamme complète des possibilités d'optimisation. Monsieur Noiret, qui avait observé cet échange avec un intérêt évident, haussa un sourcil. Une suggestion intrigante, monsieur Moreau, bien que je doive souligner que le défi a été conçu pour identifier l'excellence individuelle plutôt que la réussite collaborative. Avec tout le respect, monsieur, intervint Elodie, je crois que monsieur Moreau soulève un point important sur la nature de l'excellence elle-même. Dans mon expérience académique, les percées les plus significatives ont souvent émergé de l'intersection de différentes perspectives, plutôt que du génie isolé. Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. De plus, si l'objectif est d'identifier des individus capables de contribuer au succès continu de Technologie Méridien, sûrement la capacité à collaborer efficacement et à apprendre des autres représente une qualification précieuse en soi. Le silence qui suivit cette observation fut profond, et Elodie pouvait voir monsieur Noiret peser ses mots avec le genre d'attention soigneuse qui suggérait qu'ils avaient en fait mouche. Autour de la table, plusieurs programmeurs hochèrent la tête pensivement, leur concentration compétitive commençant à céder la place à la curiosité concernant les approches de leurs collègues. « Très bien », dit finalement monsieur Noiret. « Faisons une brève intermission. 5 minutes pour chacun d'entre vous pour présenter votre progression actuelle au groupe, non pas pour révéler des secrets commerciaux, mais pour démontrer vos processus de réflexion et vos approches analytiques. » Ce qui suivit fut peut-être les 25 minutes les plus éducatives qu'Elodie avait vécues depuis son départ de l'université Paris-Saclay. La présentation de chaque programmeur révélait non seulement leur approche technique, mais leur philosophie fondamentale de résolution de problèmes, leurs forces et limitations, leur capacité à communiquer clairement et à penser analytiquement. La présentation de M. Dupont, elle fut heureuse de le noter, révélait une compétence authentique une fois dépouillée de son arrogance antérieure. Son approche d'optimisation classique était en effet sophistiquée, et son accent sur la maintenabilité et le débogage représentait des considérations pratiques que son cadre plus théorique aurait pu négliger. Lorsqu'il termina son explication, Elodie prit soin de commenter de façon réfléchie l'élégance de son système de mise en file d'attente prioritaire, s'attirant un regard de gratitude surprise. L'approche hybride de Pierre s'avéra encore plus impressionnante qu'elle ne l'avait initialement réalisée. Il n'avait pas simplement créé un système de secours pour son cadre quantique, mais avait développé une méthodologie entièrement nouvelle pour basculer entre les stratégies d'optimisation basées sur l'analyse du réseau en temps réel. Sa présentation était claire, méthodique, et démontrait exactement le genre de pensée systématique qui caractérise une architecture logicielle exceptionnelle. Les autres programmeurs révélèrent des degrés variés de compétences et de perspicacité. Certains avaient développé des solutions partielles intéressantes qui abordaient des aspects spécifiques du défi avec une créativité authentique. D'autres s'étaient enlisés dans des approches qui, bien que techniquement solides, manquaient de la flexibilité nécessaire pour gérer les exigences dynamiques du problème. Quand vint le tour d'Elodie, elle se retrouva face à un public dont l'attention était concentrée avec une intensité laser. Elle était devenue, réalisa-t-elle, le standard par rapport auquel les autres se mesuraient, et le poids de leurs attentes était à la fois passionnant et intimidant. « Mon approche », commença-t-elle, sa voix portant la cadence claire et mesurée qui l'avait bien servi durant d'innombrables présentations académiques, est basée sur la reconnaissance que ce problème nous oblige à maintenir des performances optimales dans des conditions d'incertitude fondamentales. Plutôt que d'essayer de prédire l'état futur de notre réseau avec une précision impossible, j'ai choisi de me préparer à plusieurs futurs possibles simultanément.
Elle tourna l'écran de sa tablette vers le groupe, révélant le cadre mathématique complexe qui sous-tendait son algorithme. En modélisant notre système d'allocation de ressources comme une matrice de probabilité inspirée du quantique, nous pouvons représenter les états potentiels de chaque serveur comme des fonctions de superposition plutôt que des paramètres fixes. Cela permet à l'algorithme de maintenir plusieurs stratégies d'optimisation en parallèle, ne s'effondrant en attribution de ressources spécifiques que lorsque des requêtes réelles forcent le système à faire des choix définitifs. Les questions qui suivirent sa présentation furent à la fois nombreuses et sophistiquées, révélant que son public possédait une compréhension plus profonde des concepts sous-jacents que leur comportement antérieur aurait pu suggérer. Dupont, en particulier, posa plusieurs questions pénétrantes sur les frais généraux computationnels du maintien des matrices de probabilité, des questions qui démontraient qu'il avait écouté attentivement et réfléchissait sérieusement aux implications pratiques de son approche. « L'élégance de votre cadre est indéniable », dit le programmeur aux cheveux gris, qu'elle avait appris s'appelait Richard. « Mais je suis curieux de la propagation des erreurs. Si vos calculs de probabilité deviennent corrompus, disons par des défaillances matérielles ou des interruptions de réseau, comment le système récupère-t-il » Élodie sourit, reconnaissant la question comme une qui allait au cœur de la robustesse de son algorithme. « Excellent point, monsieur Richard. J'ai implémenté ce que j'appelle des points de contrôle de probabilité, des états périodiques où le système effondre toutes les fonctions de superposition en configuration concrète, créant essentiellement des points de restauration qui permettent la récupération de divers types de corruption. La fréquence de ces points de contrôle peut être ajustée en fonction de la stabilité du réseau, échangeant une certaine efficacité computationnelle contre une fiabilité accrue lorsque les conditions deviennent instables. L'admiration dans les yeux de Richard était indéniable. « Brillant », dit-il simplement. « Cela répond à ma principale préoccupation concernant les approches inspirées du quantique, leur tendance à la fragilité dans les implémentations du monde réel. » Alors que les présentations se terminaient et qu'ils retournaient à leur travail individuel, Élodie se surprit à réfléchir au tournant inattendu que l'après-midi avait pris. Ce qui avait commencé comme un défi conflictuel entre elle et 9 programmeurs dédaigneux avait évolué en quelque chose qui s'approchait de la collaboration authentique. Non pas au sens où ils travaillaient directement ensemble, la structure compétitive restait intacte, mais au sens où ils s'engageaient maintenant les uns avec les autres comme des égaux, partageant des idées et apprenant de différentes perspectives. La transformation dans le comportement de M. Dupont était particulièrement frappante. Alors qu'auparavant il avait été défensif et condescendant, il l'approchait maintenant avec des questions et des observations qui démontraient à la fois le respect de ses capacités et une curiosité sincère concernant ses méthodes. Quand elle offrit une suggestion sur l'optimisation de son algorithme de mise en file d'attente prioritaire, il écouta attentivement et mit en œuvre sa recommandation avec une reconnaissance gracieuse. « Vous savez, dit-il lors d'un tel échange, je vous dois des excuses. Mon comportement plutôt était non professionnel, et plus que cela, il était stupide. J'ai permis à mes suppositions de m'aveugler face à vos qualifications évidentes. Puis j'ai aggravé l'erreur en réagissant défensivement au lieu d'apprendre de l'expérience. » Élodie leva les yeux de son travail, étudiant le visage de Dupont à la recherche de signes d'insincérité et n'en trouvant aucun. « Excuse acceptée, dit-elle simplement. Bien que j'espère que vous vous souviendrez de cette leçon lors de futures rencontres. Le talent et l'intelligence apparaissent dans des endroits inattendus, souvent chez des personnes dont les circonstances n'affichent pas immédiatement leurs capacités. »« Point bien compris, répondit Dupont. Je suppose que j'ai passé tellement de temps dans des environnements où les qualifications et les postes servent de procuration fiable pour la compétence que j'ai oublié à quel point ces procurations peuvent être trompeuses. Pas trompeuses, corrigea doucement Élodie. Simplement incomplètes. Les qualifications et les postes nous disent de quelque chose sur le contexte et les opportunités d'une personne, mais ils nous disent très peu sur ses capacités actuelles ou son potentiel de croissance. Alors que la 4e et dernière heure commençait, l'algorithme d'Élodie avait atteint un état qu'elle ne pouvait décrire que comme complet. Chaque composant fonctionnait exactement comme prévu. Les matrices de probabilité maintenaient des performances optimales dans toutes les conditions de test, et les algorithmes prédictifs identifiaient et s'adaptaient avec succès aux changements de modèle avec une précision remarquable. Plus importante encore, elle avait implémenté une série de systèmes de diagnostic et de surveillance qui permettraient à l'algorithme d'évaluer continuellement ses propres performances, identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils ne puissent affecter l'efficacité du système.
Le résultat n'était pas simplement un algorithme d'optimisation, mais un système conscient de lui-même, capable d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles conditions, sans intervention humaine. « Terminé ?» demanda Pierre, regardant l'écran de sa tablette avec une curiosité évidente. « Je crois que oui », répondit Élodie, bien qu'elle continuât à exécuter simulation après simulation, à la recherche de cas limites ou de modes de défaillance qui auraient pu échapper à son attention. L'algorithme de base est complet et fonctionne bien dans toutes les conditions de test. Je me concentre maintenant sur la validation et les tests de stress. Pierre hocha la tête pensivement. J'approche moi-même de la fin, bien que ma solution soit quelque peu plus conservatrice que la vôtre. Moins élégante peut-être, mais possiblement plus prévisible dans son comportement. Autour de la table, elle pouvait voir d'autres programmeurs à diverses étapes d'achèvement. Dupont semblait mettre la touche finale à son approche d'optimisation classique, tandis que Richard luttait encore avec ce qui semblait être une formulation mathématique complexe. Plusieurs autres semblaient avoir atteint les limites de leur capacité, leurs expressions révélant la frustration de ceux qui pouvaient percevoir la solution qu'ils cherchaient, mais ne pouvaient pas tout à fait l'atteindre. Monsieur Noiret, nota-t-elle, prenait des notes de plus en plus fréquentes à mesure que l'après-midi avançait, son attention concentrée non seulement sur leur progression technique mais sur leurs interactions, leurs approches de résolution de problèmes, leurs réponses au stress et à la compétition. C'était, réalisa-t-elle, autant une évaluation du caractère et du comportement professionnel qu'un test de compétences techniques. Avec 15 minutes restantes, Élodie fit ses dernières modifications à l'algorithme, implémentant une série d'optimisations de performance qui devraient réduire les frais généraux computationnels d'environ 12%, tout en maintenant une fonctionnalité complète. Elle était, croyait-elle, aussi prête qu'elle pouvait l'être. Temps écoulé, appela M. Noiret, et le cliquetis des claviers cessa brusquement dans toute la salle. « Messieurs et mademoiselle, veuillez sauvegarder votre travail et vous préparer pour la démonstration. » Élodie sauvegarda son algorithme avec des doigts qui restaient remarquablement stables malgré l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. En 4 heures, elle n'avait pas seulement résolu un problème qui avait déconcerté certains des programmeurs les plus talentueux de l'industrie, elle l'avait fait avec une approche qui représentait une véritable innovation dans le domaine des algorithmes d'optimisation. Plus que cela, elle s'était démontré à elle-même que les capacités qu'elle avait développées durant sa carrière académique n'avaient pas seulement survécu à ses années de travail pratique, mais avaient été renforcées par elle. Le cadre théorique qu'elle avait appris à Paris-Saclay avait été renforcé par son expérience du monde réel, avec des problèmes d'optimisation complexes, créant une perspective hybride qui s'avérait plus puissante que la théorie pure ou la pratique pure seule. « Mademoiselle Leclerc, dit M. Noiret, peut-être seriez-vous assez aimable pour démontrer votre solution en premier ?» Élodie se leva de sa chaise avec cette sorte de confiance tranquille qui vient de savoir qu'on a fait un excellent travail. Alors qu'elle se déplaçait vers l'avant de la salle, connectant sa tablette au grand écran d'affichage, elle surprit le hochement de tête encourageant de Pierre et même un geste de soutien de Dupont. « Certainement, monsieur Noiret, » répondit-elle, sa voix portant à travers la salle de conférence soudainement silencieuse. « Je crois que vous trouverez les résultats assez intéressants. » Le grand écran d'affichage s'illumina avec l'algorithme d'Élodie, ses structures mathématiques élégantes projetant des ombres géométriques sur les visages des programmeurs assemblés. Ce qui apparaissait devant eux n'était pas simplement du code, mais une œuvre d'art, chaque fonction s'écoulant dans la suivante avec cette sorte de logique inévitable qui marque les solutions véritablement inspirées. Les matrices de probabilité inspirées du quantique semblaient pulser de leur propre rythme interne, s'adaptant et changeant à mesure que la démonstration d'Élodie progressait à travers des scénarios de plus en plus complexes. « Comme vous pouvez le voir, » commença Élodie, sa voix portant la confiance mesurée de quelqu'un qui savait précisément ce qu'elle avait accompli, l'algorithme maintient une allocation optimale des ressources même dans des conditions de volatilité extrême du réseau. Regardez ce qui se passe lorsque nous simulons la défaillance simultanée de 30% de notre capacité de serveur. Elle exécuta la commande, et la salle observa avec fascination comment son système absorbait la perte catastrophique sans broncher. Les matrices de probabilité se reconfiguraient en temps réel, redistribuant les charges de calcul à travers les serveurs restants, tout en se préparant simultanément à de multiples scénarios de récupération possibles. En quelques secondes, le réseau s'était stabilisé à un nouveau point d'équilibre qui atteignait près de 95% de son efficacité originale, malgré la perturbation massive.
Pierre siffla doucement entre ses dents. « Remarquable, murmura-t-il. Le temps de récupération est presque instantané. La clé, expliqua Élodie, réside dans la préparation continue du système pour de multiples futurs possibles. Plutôt que d'attendre que des défaillances se produisent et d'y répondre ensuite, l'algorithme maintient des plans de contingence pour divers scénarios simultanément. Lorsqu'une défaillance se produit réellement, le système se contente d'effondrer les fonctions de probabilité appropriées en actions concrètes. Monsieur Noiret se pencha en avant dans sa chaise, ses yeux gris fixés sur l'affichage avec l'intensité d'un chasseur observant sa proie. « Montrez-moi les frais généraux computationnels », ordonna-t-il. « Quels sont les coûts de traitement du maintien de ces matrices de probabilité ?» Élodie toucha sa tablette, et un nouvel ensemble de données apparut sur l'écran, des métriques de performance qui révélaient la consommation de ressources de son algorithme dans diverses conditions. Les chiffres étaient, devait-elle admettre, impressionnants. Son approche inspirée du quantique atteignait des performances supérieures, tout en consommant moins de ressources computationnelles que les méthodes d'optimisation traditionnelles. Les frais généraux sont en fait inférieurs aux approches classiques, expliqua-t-elle, parce que les matrices de probabilité éliminent le besoin de calcul d'embranchements complexes. Au lieu de calculer séquentiellement de multiples résultats possibles, le système les maintient simultanément jusqu'à ce que les circonstances forcent un choix spécifique. Dupont, qui avait étudié les données de performance avec une fascination évidente, leva timidement la main. « Je suis curieux de la scalabilité », dit-il, son hostilité antérieure complètement absente de sa voix. « Comment l'algorithme se comporte-t-il à mesure que la taille du réseau augmente ?» Élodie sourit, reconnaissant la question comme une qui allait au cœur de l'implémentation pratique. « Une excellente question, monsieur Dupont. Permettez-moi de vous montrer. » Elle ajusta les paramètres de sa démonstration, faisant passer la taille du réseau de centaines de serveurs à des milliers, puis à des dizaines de milliers. Tout au long de chaque opération de mise à l'échelle, son algorithme maintenait ses caractéristiques de performance élégantes, les matrices de probabilité s'adaptant sans heurts à la complexité accrue, sans souffrir de dégradation significative. La beauté de l'approche inspirée du quantique, continua-t-elle, est qu'elle s'adapte logarithmiquement plutôt qu'exponentiellement. Chaque serveur supplémentaire augmente les exigences computationnelles du système d'une quantité presque constante, quelle que soit la taille totale du réseau. Le silence qui accueillit cette démonstration fut profond. Élodie pouvait voir les programmeurs échanger des regards, leurs expressions révélant un mélange d'admiration et quelque chose qui aurait pu être de l'envie professionnelle. Ce n'était pas simplement une solution au problème donné, c'était une percée qui pourrait révolutionner la façon dont les systèmes informatiques distribués géraient l'allocation des ressources. Richard s'éclaircit doucement la gorge. « Mademoiselle Leclerc, dit-il, sa voix portant une note de ce qui ressemblait remarquablement à de l'admiration, c'est de la recherche de niveau doctoral. C'est le genre de travail qui est publié dans les principales revues académiques. Depuis combien de temps avez-vous dit que vous travaillez sur cette approche ?» Élodie considéra la question soigneusement. « La fondation théorique s'appuie sur des recherches que j'ai commencées pendant mes études doctorales il y a 6 ans, répondit-elle. Mais l'implémentation pratique a émergé cet après-midi, informée par mon expérience avec des problèmes d'optimisation du monde réel. Il y a 6 ans, répéta Pierre pensivement. Ce qui rendrait votre travail original quelque peu en avance sur son temps. Le domaine de l'informatique inspiré du quantique émergeait à peine à cette époque. Peut-être, convint Élodie, bien que j'ai toujours cru que les problèmes les plus intéressants se trouvent à l'intersection des domaines établis, plutôt qu'à l'intérieur de leurs frontières individuelles. Monsieur Noiret se leva lentement, son mouvement commandant une attention immédiate de tous dans la salle. « Mademoiselle Leclerc, dit-il, sa voix portant une formalité qui semblait investir le moment d'une signification inhabituelle. Votre solution n'est pas seulement correcte, elle est révolutionnaire. Vous avez résolu en 4 heures un problème qui a défié notre industrie pendant des mois, et vous l'avez fait avec une approche qui ouvre des voies entièrement nouvelles pour la recherche en optimisation. » Il fit une pause, son regard balayant les programmeurs assemblés avant de revenir à Élodie. Cependant, l'équité exige que nous examinions les autres solutions avant de rendre un jugement final. Messieurs, veuillez préparer vos démonstrations. Ce qui suivit fut une série de présentations qui révélèrent le talent authentique qui résidait au sein du personnel de programmation de technologie Méridien. L'approche d'optimisation classique de Dupont, bien que moins innovante que le cadre inspiré du quantique d'Élodie, démontrait des principes d'ingénierie solides et une fiabilité pratique,
Le système hybride de Pierre montrait une sophistication remarquable dans sa capacité à basculer entre les stratégies d'optimisation en fonction des conditions changeantes. Richard avait développé une approche mathématique intrigante qui, bien qu'incomplète, révélait des perspectives sur la structure plus profonde du problème. Pourtant, à mesure que chaque démonstration se terminait, il devenait de plus en plus clair qu'aucun d'entre eux n'avait atteint ce qu'Élodie avait accompli. Sa solution n'était pas simplement supérieure, elle était dans une catégorie entièrement différente, représentant un bond qualitatif en avant dans la méthodologie d'optimisation. Lorsque la dernière présentation se termina, M. Noiret retourna à l'avant de la salle, son expression pensive. « Messieurs, commença-t-il, vous avez tous démontré compétence et créativité dans vos approches de ce défi. Plusieurs de vos solutions représentent un travail d'ingénierie solide qui servirait bien notre entreprise. » Il se tourna pour faire face directement à Élodie. Cependant, Mademoiselle Leclerc a accompli quelque chose d'exceptionnel. Sa solution n'est pas simplement correcte. Elle est élégante, innovante et évolutive d'une manière qui pourrait transformer comment notre industrie aborde les problèmes d'optimisation distribuée. La salle tomba dans le silence, et Élodie sentit son cœur commencer à s'emballer malgré ses efforts pour maintenir une composition extérieure. C'était le moment vers lequel elle avait travaillé, consciemment ou non, pendant les 6 dernières années. L'opportunité de récupérer sa place légitime dans le monde du travail technique avancé. Mademoiselle Leclerc, poursuivit Monsieur Noiret, je suis prêt à vous offrir non seulement le prix de 50 000 €, mais le poste de développeuse senior dont nous avons discuté, avec un salaire de départ de 150 000 € par an, avec des avantages complets et une participation au capital. Élodie sentit les mots la traverser comme une force physique. Leurs implications presque trop grandes pour être saisies immédiatement. 150 000 €, plus de 3 fois ce qu'elle gagnait actuellement en une année entière de travail de livraison. Des avantages complets, qui assureraient que son père recevrait les soins médicaux dont il avait besoin sans le fardeau financier écrasant qui avait dominé leur vie pendant si longtemps. Et au-delà des considérations pratiques immédiates, la restauration de son identité professionnelle, l'opportunité de s'engager à nouveau dans le genre de problèmes complexes qui avait toujours été sa plus grande passion. Cependant, poursuivit M. Noiret, et Élodie sentit son souffle se coincer aux mots, « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser encore plus. » Il se déplaça pour se tenir à côté d'elle, son expression sérieuse. « Ce que vous avez accompli aujourd'hui suggère des capacités qui s'étendent bien au-delà du développement logiciel, aussi senior que soit le poste. J'aimerais vous offrir l'opportunité de diriger notre nouvelle division de recherche en algorithmes avancés, relevant directement de moi, avec pour mandat d'explorer exactement le genre d'approches innovantes que vous avez démontrées aujourd'hui. » L'esprit d'Élodie chancela. Une division de recherche à elle, avec les ressources d'une grande entreprise technologique derrière son travail, c'était plus qu'elle n'avait osé imaginer même pendant ses moments les plus optimistes à Paris-Saclay. Le salaire serait de 200 000 € par an pour commencer, poursuivit M. Noiret, avec des bonus de performance substantiels liés aux résultats de recherche réussis. Plus important encore, vous auriez la liberté de poursuivre le genre de travail novateur dans lequel vous excellez clairement, avec le soutien total de l'entreprise pour les demandes de brevets et la publication académique. La pièce autour d'Élodie semblait tourner légèrement, et elle réalisa qu'elle avait retenu son souffle. 200 000 €, assez non seulement pour résoudre leurs difficultés financières, mais pour fournir une sécurité authentique, tant pour elle-même que pour son père. Plus que cela, l'opportunité de retourner non seulement dans son domaine mais à l'avant-garde, avec des ressources dont elle n'avait jamais rêvé avoir accès. Pourtant, alors même que l'ampleur de l'offre s'installait, Élodie se surprit à penser, non pas à elle-même mais aux hommes autour d'elle qui, au cours de l'après-midi, s'étaient transformés de concurrents dédaigneux en collègues dignes de respect. Dupont, dont l'approche classique avait un mérite authentique malgré ses limitations. Pierre, dont les instincts collaboratifs et la méthodologie hybride montraient des promesses exceptionnelles. Richard, dont les perspectives mathématiques, bien qu'incomplètes, révélaient profondeur et créativité. « Monsieur Noiret, dit-elle soigneusement, votre offre est extraordinairement généreuse et je suis profondément reconnaissante pour votre reconnaissance de mon travail. Cependant, je me demande si je pourrais faire une contre-proposition. » Les sourcils de M. Noiret se haussèrent de surprise, bien que son expression restât attentive. « Je vous en prie, continuez. » Élodie prit une profonde respiration, sachant que ce qu'elle était sur le point de suggérer pourrait sembler présomptueux,
mais se sentant poussé par une conviction qui avait grandi tout au long de l'après-midi. Ce que j'ai accompli aujourd'hui était significatif, mais cela a été construit sur des fondations posées par d'autres et amélioré par des perspectives acquises grâce à la collaboration. L'approche hybride de M. Moreau aborde des préoccupations pratiques que mon cadre théorique pourrait négliger. L'accent mis par M. Dupont sur la maintenabilité et le débogage représente des considérations cruciales pour l'implémentation dans le monde réel. Les perspectives mathématiques de M. Richard pourraient informer les directions de recherche futures. Elle fit une pause, regardant autour de la salle les visages qui reflétaient la curiosité, la méfiance et, dans certains cas, l'espoir. Plutôt qu'une division de recherche unique dirigée par un seul individu, puis-je suggérer la formation d'une équipe de recherche en algorithmes avancés, avec une direction partagée et une structure collaborative? Les percées les plus significatives émergent souvent de l'intersection de différentes perspectives et approches. Le silence qui suivit cette suggestion semblait s'étendre indéfiniment. Élodie pouvait voir M. Noiret peser ses mots, son expression révélant les calculs rapides d'un homme habitué à prendre des décisions complexes rapidement. Autour de la table, les programmeurs attendaient avec une tension visible, leur avenir suspendu à l'équilibre de sa réponse. « Mademoiselle Leclerc, dit-il finalement, votre proposition démontre exactement le genre de pensée stratégique et de leadership collaboratif que j'espérais trouver dans l'exercice d'aujourd'hui. Très bien. Vous dirigerez une équipe de 5 personnes en recherche sur les algorithmes avancés, avec messieurs Moreau, Dupont et Richard servant de chercheurs seniors, ainsi qu'un membre supplémentaire à sélectionner parmi notre personnel actuel. » Il se tourna pour s'adresser à la salle dans son ensemble. « Messieurs, mademoiselle Leclerc n'a pas seulement résolu notre défi, mais a démontré la grâce de partager son succès avec d'autres. J'espère que vous vous montrerez digne de sa confiance et de sa générosité. » Élodie ressentit une vague d'émotion qui menaçait de submerger sa composition soigneusement maintenue. Non seulement elle avait atteint plus qu'elle n'avait jamais osé espérer, mais elle l'avait fait d'une manière qui honorait les talents authentiques de ses concurrents et créait également des opportunités pour eux. « Merci, monsieur Noiret, » dit-elle, sa voix stable malgré les larmes qui menaçaient au coin de ses yeux. « Je crois que nous accomplirons des choses extraordinaires ensemble. » Alors que la réunion se terminait et que les programmeurs commençaient à quitter la salle de conférence, chacun s'arrêtant pour offrir des félicitations et exprimer son enthousiasme pour leur future collaboration, Élodie se surprit à penser à son père, attendant à la maison pour les nouvelles de sa journée. Elle aurait toute une histoire à lui raconter, à propos de la livreuse qui s'était aventurée dans le domaine des algorithmes et en était ressortie non seulement victorieuse, mais transformée. Monsieur Dupont l'approcha en dernier, son expression sérieuse. « Mademoiselle Leclerc, dit-il, je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait aujourd'hui, m'inclure dans votre proposition malgré mon comportement antérieur, cela a demandé un vrai caractère. Je ne l'oublierai pas, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me montrer digne de l'opportunité que vous m'avez donnée. » Élodie sourit, tendant la main pour serrer la sienne. « Monsieur Dupont, répondit-elle, je crois que notre meilleur travail est devant nous. Ensemble, nous allons changer la façon dont le monde pense aux problèmes d'optimisation. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires et se préparait à quitter les bureaux étincelants de Technologie Méridien, non plus comme une livreuse mais comme la directrice de leur division de recherche la plus innovante, Élodie réfléchit au chemin curieux que la vie prend parfois. Il y a 6 ans, les circonstances l'avaient éloignée du monde des algorithmes avancés et des problèmes mathématiques complexes. Aujourd'hui, ces mêmes forces l'y avaient ramenée, non pas à la position qu'elle avait autrefois espéré atteindre, mais à quelque chose bien au-delà de ses rêves originaux. La pluie s'était arrêtée pendant qu'elle travaillait, et la lumière du soleil du soir se glissait à travers les hautes fenêtres, baignant tout d'une teinte dorée. Demain, elle commencerait le travail de construction d'une équipe de recherche qui pourrait s'attaquer aux problèmes les plus difficiles de l'informatique distribuée. Ce soir, elle rentrerait chez elle auprès de son père, avec des nouvelles qui changeraient à jamais leurs 2 vies. Elle était venue ici pour livrer un déjeuner. Elle partait avec l'opportunité de livrer l'avenir. Alors que l'ascenseur descendait vers le hall, Élodie Leclerc, non plus simplement une livreuse, mais une leader, une innovatrice, une femme qui avait prouvé que l'excellence pouvait émerger des endroits les plus inattendus, sourit à son reflet dans les portes d'acier poli. Parfois, pensa-t-elle, les transformations les plus profondes commencent par les actes de courage les plus simples, la volonté d'accepter un défi, de démontrer ses capacités, et de traiter les autres
avec le respect et la dignité que tous les êtres humains méritent, indépendamment de leurs circonstances ou présomptions. Les portes s'ouvrirent avec un léger carillon, et Élodie sortit dans le hall de marbre, son uniforme de livraison la marquant comme quelqu'un rentrant chez soi après une journée de travail honnête. Ce qu'il ne pouvait révéler, c'était qu'elle portait avec elle la promesse de demain, pour elle-même, pour ses collègues, et pour une industrie qui venait d'être témoin de l'émergence de quelque chose de véritablement extraordinaire. Derrière elle, 32 étages plus haut, une salle de conférence restait vide à l'exception des échos persistants de transformation et de la mémoire d'un après-midi où les suppositions furent brisées, les talents reconnus, et l'avenir prit une forme entièrement nouvelle. Le trajet de retour à travers la ville semblait différent à Élodie, comme si le monde lui-même avait été subtilement transformé par les événements de l'après-midi. Les rues qu'elle avait parcourues innombrables fois en livrant de la nourriture autour d'acier et de verre du quartier des affaires lui apparaissaient maintenant sous un nouvel angle. Les gouttes de pluie qui persistaient sur les trottoirs reflétaient la lumière du soleil couchant comme autant de petits joyaux, et l'air humide portait cette fraîcheur particulière qui suit les orages, comme si la nature elle-même célébrait ce nouveau départ. En entrant dans l'immodeste immeuble de banlieue où son père et elle avaient trouvé refuge après la vente de leur maison familiale, Élodie fut frappée par la modestie de leur appartement. Le contraste entre le luxe des bureaux de technologie Méridien et les murs écaillés de leur entrée n'avait jamais été aussi saisissant. Pourtant, ce modeste logement avait été leur sanctuaire pendant les années difficiles, le lieu où, malgré les privations et les sacrifices, ils avaient préservé leur dignité et leur détermination. « Papa » appela-t-elle en ouvrant la porte, son cœur battant à la pensée de partager avec lui la nouvelle qui transformerait leur existence. Jacques Leclerc était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux, son visage mince éclairé par les derniers rayons du soleil. La maladie avait considérablement diminué sa robustesse d'autrefois, mais ses yeux qui avaient là toujours brillé d'intelligence et de bonté, conservaient leur vivacité. Il avait été professeur de mathématiques avant que la maladie ne l'oblige à prendre une retraite anticipée, et c'était de lui qu'Élodie tenait son amour des algorithmes et des élégantes solutions aux problèmes complexes. « Élodie, dit-il, son visage s'illuminant à la vue de sa fille. Tu rentres plus tôt que d'habitude. Tout va bien ?» Elle s'approcha de lui, s'agenouillant à ses côtés avec un sourire qu'elle ne pouvait contenir. « Papa, dit-elle, prenant ses mains dans les siennes, tout va mieux que bien. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit aujourd'hui. » Et ainsi, dans la lumière dorée du soir, elle lui raconta l'histoire. L'invitation inattendue au 32e étage, l'arrogance initiale des programmeurs, le défi algorithmique qui avait éveillé en elle des capacités trop longtemps mises en sommeil, et finalement, le triomphe et la transformation qui avaient suivi. Jacques l'écouta avec une attention absolue, son expression passant de la surprise à la fierté, et finalement à une joie sans mélange. Quand elle lui parla du salaire, 200 000 € par an, et des avantages qui assureraient désormais ses soins médicaux sans le fardeau écrasant qu'ils avaient supporté pendant si longtemps, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. « Ma petite fille », murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je savais, j'ai toujours su que ton intelligence trouverait un jour sa juste reconnaissance. Ces années de sacrifice n'étaient qu'une parenthèse dans le grand livre de ta vie, pas la fin de ton histoire. » Élodie sentit ses propres larmes monter, ces larmes qu'elle avait si soigneusement retenues pendant les moments les plus difficiles, lorsque l'avenir semblait n'offrir que des promesses de difficultés sans fin. « C'est grâce à toi, » dit-elle doucement. « C'est toi qui m'as appris à voir la beauté dans les mathématiques, à chercher l'élégance dans les solutions, à ne jamais abandonner face à un problème apparemment insoluble. » Jacques secoua la tête avec un léger sourire. « Non, ma chérie, je t'ai peut-être montré le chemin, mais c'est toi qui as choisi de le parcourir même lorsqu'il semblait mener nulle part. C'est ta persévérance, ton intelligence, et surtout, ta dignité face à l'adversité qui t'ont mené à ce moment. » Ils restèrent ainsi un long moment, père et fille réunis dans la reconnaissance partagée que leur longue traversée du désert touchait enfin à sa fin. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités, un monde entièrement nouveau à explorer et à conquérir. Mais ce soir appartenait à la gratitude simple, pour les leçons apprises dans la difficulté, pour la force découverte dans l'adversité, et pour la promesse d'un avenir qui, enfin, correspondait aux rêves si longtemps différés. Plus tard, après avoir préparé et partagé un modeste repas qui avait pris des allures de célébration,
Élodie s'installa à son petit bureau dans le coin de sa chambre. L'ordinateur portable qui l'avait accompagnée pendant ses années d'études doctorales et qu'elle avait préservé à travers toutes les difficultés comme un lien précieux avec son identité intellectuelle, ronronna doucement alors qu'elle ouvrait ses vieux fichiers de recherche. Les équations et les notes qui apparaissaient à l'écran étaient comme de vieux amis qu'elle n'avait pas vus depuis trop longtemps, familiers mais légèrement étrangers, portant les marques d'une époque et d'une perspective qui avaient depuis évolué. Elle se pencha en avant, parcourant les pages de sa thèse inachevée avec un intérêt renouvelé. Ce qu'elle avait commencé il y a 6 ans comme une exploration théorique des algorithmes quantiques semblait maintenant incomplet d'une manière qu'elle n'aurait pas pu anticiper alors. L'expérience pratique acquise dans l'optimisation des itinéraires de livraison à travers une ville complexe et changeante avait enrichi sa compréhension de manière qu'aucune théorie pure n'aurait pu égaler. La théorie sans pratique est boiteuse, murmura-t-elle, citant un proverbe que son père répétait souvent. Mais la pratique sans théorie est aveugle. C'était peut-être là la plus grande leçon des 6 dernières années, que les abstractions mathématiques qu'elle avait étudiées avec tant de passion prenaient une nouvelle dimension lorsqu'elles étaient appliquées aux problèmes concrets du monde réel. Les contraintes, les variations, les perturbations imprévisibles qui caractérisaient les systèmes réels n'étaient pas des nuisances à éliminer des modèles théoriques, mais des éléments essentiels qui donnaient vie et profondeur aux abstractions mathématiques. Avec une excitation qui lui rappelait ses jours les plus inspirés à l'université, Élodie ouvrit un nouveau document et commença à esquisser les contours de ce qui deviendrait le manifeste fondateur de la division de recherche en algorithmes avancés de technologie méridien. La vision qui prenait forme sous ses doigts n'était pas simplement une continuation de sa recherche doctorale interrompue, ni une simple application des principes d'optimisation qu'elle avait développés comme livreuse, mais une synthèse nouvelle et puissante des deux mondes. Les algorithmes inspirés du quantique qu'elle envisageait maintenant n'étaient pas de simples curiosités théoriques, mais des outils pratiques pour naviguer dans l'incertitude fondamentale qui caractérise les systèmes complexes du monde réel. L'approche hybride de Pierre, l'accent mis par Dupont sur la maintenabilité et les insights mathématiques de Richard trouveraient tous leur place dans cette vision plus large, non pas comme des concessions à la praticabilité, mais comme des éléments essentiels d'une approche véritablement révolutionnaire. Alors que minuit approchait et que la ville s'assoupissait autour d'elle, Élodie continua à travailler, perdue dans le plaisir pur de la création intellectuelle qu'elle avait trop longtemps mis de côté. Demain marquerait le début de sa nouvelle vie professionnelle, mais cette nuit appartenait au renouvellement de son identité intellectuelle, la plus profonde, non plus comme une simple théoricienne ou praticienne, mais comme une synthétiseuse de monde, une bâtisseuse de ponts entre l'abstrait et le concret, entre ce qui pourrait être et ce qui est. Quand elle se mit finalement au lit, ses rêves furent peuplés non pas d'anxiété ou de regrets pour les années perdues, mais de possibilités infinies qui s'ouvraient devant elle. Dans ses rêves, les matrices de probabilité dansaient comme des constellations vivantes, s'adaptant et évoluant en réponse aux besoins changeants d'un monde en perpétuelle transformation. Le matin vint, avec la clarté particulière qui suit les orages, le soleil brillant dans un ciel lavé de toute brume. Élodie s'habilla avec soin, choisissant les vêtements les plus professionnels de sa garde-robe limitée. Un tailleur simple qu'elle avait conservé de ses jours à l'université, rafraîchi et ajusté pour l'occasion. Ce n'était pas le luxe que portèrent les cadres de technologie méridien, mais il reflétait sa propre approche de l'excellence, sans prétention, fonctionnelle, avec une élégance qui découlait de l'adéquation parfaite entre la forme et la fonction. « Tu es magnifique », dit Jacques lorsqu'elle apparut pour le petit déjeuner, sa voix portant cette note de fierté paternelle qui n'avait jamais faibli, même dans leurs moments les plus difficiles. Directrice de la division de recherche en algorithmes avancés. J'aime comme cela sonne. Élodie sourit, ajustant la veste de son tailleur avec une légère nervosité. C'est étrange, n'est-ce pas? Hier j'étais livreuse, et aujourd'hui... Aujourd'hui tu es toujours Élodie Leclerc, termina-t-il pour elle, ses yeux brillants de cette sagesse tranquille qui avait été son phare à travers les années d'obscurité. Les circonstances changent, les titres viennent et vont, mais ce que tu es, ton intelligence, ton intégrité, ta persévérance, cela reste constant. Elle se pencha pour l'embrasser sur le front, reconnaissante pour la 100e fois de la chance qu'elle avait eue d'avoir un tel père. Et pourtant, dit-elle doucement, il y a une différence. Hier, je luttais simplement pour survivre. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de créer quelque chose de significatif,
Quelque chose qui pourrait changer la façon dont nous abordons certains des problèmes les plus complexes de notre époque. Jacques hocha la tête, comprenant comme toujours la profondeur de ce qu'elle ne disait pas explicitement. « C'est un cadeau rare, dit-il, que de pouvoir aligner son gagne-pain avec sa passion intellectuelle. Use-le bien, ma fille. » L'arrivée au siège de Technologie Méridien portait une signification tout à fait différente ce matin. Au lieu de l'entrée de service et de l'ascenseur de marchandises qu'elle avait utilisé comme livreuse, Élodie passa par le hall principal, son nouveau badge d'accès lui ouvrant un monde qui, jusqu'à hier, lui avait été largement fermé. Le jeune homme au bureau de sécurité, le même qui l'avait dirigé vers le 32e étage la veille, la regarda avec une expression de confusion qui se transforma lentement en reconnaissance. « Mademoiselle Leclerc ?» dit-il, son ton indiquant qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui-même. Elle sourit, appréciant le petit plaisir de cette inversion des rôles. « Bonjour » dit-elle simplement. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Alors qu'elle montait dans l'ascenseur principal, son badge l'autorisant maintenant à accéder à tous les étages, Élodie réfléchit à la curieuse nature des hiérarchies sociales et aux présomptions qui les sous-tendent. Hier, elle était invisible, une simple fonctionnalité de l'environnement de bureau, comme les plantes d'intérieur ou les distributeurs d'eau. Aujourd'hui, elle était saluée avec déférence, son passage remarqué et reconnu. Le changement n'était pas dans son essence, comme l'avait souligné son père, mais dans la perception des autres, une perception basée non pas sur une évaluation de ses capacités réelles, mais sur les signifiants externes de statut et de pouvoir. C'était à la fois amusant et légèrement troublant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 32e étage, et Élodie fut accueillie par la vue maintenant familière du long couloir avec ses œuvres d'art et sa moquette luxueuse. À la différence d'hier, cependant, Marc Noiret lui-même l'attendait, son expression combinant le professionnalisme avec ce qui semblait être un authentique plaisir à la voir. « Mademoiselle Leclerc » dit-il, tendant la main pour serrer la sienne. « Ou devrais-je dire directrice Leclerc, bienvenue à votre premier jour à Technologie Méridien. » Élodie accepta la poignée de main avec un sourire assuré. « Merci, monsieur Noiret. Je suis impatiente de commencer. »« Excellent, » dit-il, faisant un geste pour qu'elle l'accompagne le long du couloir. « J'ai organisé une réunion de lancement avec votre nouvelle équipe dans 1 heure. Cela vous donnera le temps de vous installer dans votre bureau et de vous familiariser avec nos systèmes. » Alors qu'il marchait, Élodie ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux lancés dans sa direction par les employés qu'il croisait. La nouvelle de ce qui s'était passé la veille s'était manifestement répandue, et elle était maintenant l'objet d'un intérêt considérable. « Vous êtes déjà une légende dans nos couloirs », observa Noiret, notant sa prise de conscience des regards. L'histoire de la livreuse qui a surpassé notre équipe de développement s'est propagée comme une traînée de poudre. Je pense que vous allez découvrir que vous avez acquis à la fois des admirateurs et, inévitablement, quelques détracteurs. « Les détracteurs sont souvent plus instructifs que les admirateurs, » répondit Élodie. « Ils nous obligent à examiner nos hypothèses et à renforcer nos arguments. » Noiret lui lança un regard appréciateur. Une perspective sage. Cette capacité à voir les critiques comme des opportunités plutôt que comme des attaques sera précieuse dans votre nouveau rôle. Ils arrivèrent enfin devant une porte portant une plaque temporaire avec son nom. Noiret l'ouvrit, révélant un espace qui semblait presque obscènement luxueux après les années de frugalité qu'Élodie avait connues. Le bureau était spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique de la ville. Un bureau en bois massif dominait l'espace, équipé d'un ordinateur à la pointe de la technologie et flanqué de bibliothèques déjà garnies de volumes portant sur l'informatique quantique, la théorie des algorithmes et divers domaines connexes. « Nous avons pris la liberté de commander quelques ouvrages que nous pensions pertinents pour votre domaine de recherche », expliqua Noiret, suivant son regard vers les étagères. « Bien sûr, vous êtes libre d'ajouter tout ce que vous jugez utile. » Élodie fit quelques pas dans la pièce, touchant légèrement la surface polie du bureau, s'imprégnant de la réalité de ce changement dans sa vie. « C'est très généreux », dit-elle finalement. « Pas du tout », répliqua Noiret avec un léger haussement d'épaule. « C'est un investissement. Les idées que vous développerez ici pourraient transformer notre approche de l'optimisation des ressources, avec des applications qui s'étendent bien au-delà de nos produits actuels. » Il fit une pause, la regardant avec une expression qui combinait l'évaluation professionnelle avec quelque chose de plus personnel. « Vous savez, mademoiselle Leclerc, j'ai été sincèrement impressionné non seulement par votre solution technique hier, mais par votre gestion de toute la situation. Beaucoup à votre place auraient saisi l'opportunité d'un triomphe personnel.
peut-être même d'une certaine vengeance contre ceux qui vous avaient initialement dédaigné. Élodie réfléchit un moment avant de répondre. La vengeance est rarement constructive, dit-elle finalement. Et le triomphe personnel, bien que satisfaisant sur le moment, ne construit rien de durable. Ce que nous pouvons accomplir ensemble est beaucoup plus significatif que ce que je pourrais réaliser seul, même avec toutes les ressources que vous pourriez mettre à ma disposition. Précisément, acquiesça Noiret. C'est cette vision qui m'a convaincu que vous étiez la bonne personne pour diriger cette division. Pas simplement votre brillance technique, aussi impressionnante soit-elle, mais votre compréhension de la façon dont les grandes idées deviennent des réalités transformatrices à travers la collaboration, la synthèse de perspectives diverses et une vision qui transcende les accomplissements individuels. Il consulta sa montre, une pièce d'horlogerie subtile, mais manifestement coûteuse. Je vais vous laisser vous installer. Votre équipe vous rejoindra dans la salle de conférence à 11h. D'ici là, n'hésitez pas à explorer nos systèmes. Votre badge vous donne accès à presque toutes nos bases de données de recherche. Avec un dernier hochement de tête, il sortit, fermant doucement la porte derrière lui et laissant Élodie seule dans son nouveau royaume. Elle resta immobile un moment, absorbant la tranquillité de l'espace, le luxe discret qui l'entourait maintenant, le contraste frappant avec le petit appartement qu'elle avait quitté ce matin. Puis avec la décision qui avait caractérisé ses actions les plus réussies, elle s'assit au bureau et alluma l'ordinateur. Les prochaines heures seraient consacrées à la préparation, non seulement pour la réunion imminente avec sa nouvelle équipe, mais pour la transformation qu'elle espérait catalyser dans ce secteur de l'industrie technologique. Ce que Marc Noiret et Technologie Méridien lui avaient offert n'était pas simplement un emploi ou une position, mais une plateforme à partir de laquelle elle pourrait donner vie aux idées qui l'avaient animée pendant des années. Alors que l'écran s'illuminait devant elle, Élodie Leclerc, autrefois doctorante puis livreuse par nécessité, maintenant directrice de recherche par mérite, ouvrit un nouveau document et commença à tracer les contours de l'avenir qu'elle envisageait. Un avenir où l'élégance mathématique et la praticabilité réelle se rencontreraient, où la théorie et la pratique se renforceraient mutuellement, et où la reconnaissance du talent transcenderait les circonstances et les apparences. L'algorithme de sa propre vie avait pris un tournant inattendu, s'adaptant à des contraintes imprévues et trouvant une configuration optimale que nul n'aurait pu prédire. Et dans cette adaptation, dans cette transformation, résidait une beauté et une signification qui dépassaient de loin les simples équations et les lignes de code. La pluie de la veille avait cédé la place à un ciel d'une clarté cristalline, une métaphore appropriée, pensa Élodie, pour le passage des années d'obscurité à la promesse d'un nouvel horizon brillant. Avec une détermination tranquille et une vision claire, elle commença à écrire le premier chapitre de cette nouvelle phase de sa vie, non pas comme une conclusion triomphante, mais comme le commencement d'une aventure encore plus grande.